Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Asus Zenfone Go, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Alors aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test d'un téléphone que l'on va prendre le temps de détailler, qui est connu également sous la référence ZB500KL, référence ZB500KL que l'on voit écrite au dos de la boîte. Et alors pourquoi je vous dis cette référence, pourquoi je m'attarde sur cette dernière? Eh bien tout simplement parce que ce téléphone existe aussi sous une autre version, une autre déclinaison avec un écran notamment plus grand de 5,5 pouces, mais cette fois-ci il s'appelle le ZB552KL. Donc voilà, il y a bien deux références pour le même nom commercial, Asus Zenfone Go, et c'est là où il faut faire attention quand on choisit un téléphone Asus. Il y a plusieurs modèles qui se ressemblent tous à peu près en nom, et en plus il y a des références différentes. Bon. Là, on est sur un téléphone qui est le plus abordable finalement des Zenfone Go. On est sur celui qui a été commercialisé au prix maximum conseillé de 179 € et que l'on a très rapidement trouvé à moins de 150 €, à tel point qu'aujourd'hui, sur le web, on le retrouve même à moins de 140 €. Aujourd'hui, c'est février 2017. D'ailleurs, si vous voulez faire la bonne petite affaire, petit instant promo comme d'habitude, vous le savez, eh bien vous pouvez vous rendre sur le comparateur de prix qui est présent sur Top for Phone. Le lien est présent dans la description de cette vidéo, en commentaire, mais aussi en annotation cliquable sur la vidéo. Bon voilà, fin de petit instant promo. Reprenons le test. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de l'Asus Zenfone Go? Alors, c'est un téléphone qui a des dimensions qui restent relativement, on va dire, raisonnables. C'est un téléphone qui a un écran de 5,0 pouces, 5 pouces, donc sur lequel on va revenir. On est sur un téléphone qui est un téléphone entrée de gamme. Voilà, clairement, on ne va pas se le cacher. C'est un téléphone entrée de gamme par son prix, c'est un téléphone entrée de gamme par ses composants, ses performances, notamment et surtout par ses performances. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, le look de cet Asus Zenfone Go est plutôt sympa. On est sur du look très Asus, à savoir que depuis 2015-2016, Asus possède ce look qu'il a dupliqué, enfin en tout cas que la marque a dupliqué, sur un certain nombre de modèles, dont le Zenfone Go. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve finalement? Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on a un écran ici de 5 pouces. On va faire le tour du propriétaire. Un écran de 5 pouces. Les touches sont sensitives, c'est-à-dire qu'elles sont en dessous de l'écran. Ça, j'aime bien. Ça veut dire que ça ne grignote pas justement sur l'écran. Ça vient se placer en dessous. Donc, il y a de la touche retour, de la touche accueil et de la touche multitâche. Donc ça, c'est du grand classique, mais c'est sympa, c'est sympa. En tout cas, moi, je préfère. On retrouvera en dessous de cette barre de touche sensitif, pardon, j'allais dire tactile, mais non, c'est sensitif. On retrouve ici un petit effet de style avec un petit bandeau supplémentaire qui donne l'effet aluminium brossé, mais en fait, il y a une vitre dessus. Voilà, c'est vraiment du pur style. Au-dessus, on retrouve le marquage Asus, l'écouteur, capteur photo frontal, sur lequel je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de la qualité photo, et une lettre de notification que vous ne voyez pas ici, mais qui est très discrètement placée, et qui est d'ailleurs paramétrable. Vous pouvez l'activer ou la désactiver au choix, mais bon, je pense que de base, tout le monde la laissera activée. Bon, ça c'est pour sa face avant. Qu'est-ce que l'on retrouve notamment sur le côté gauche du mobile? Strictement rien. Au-dessus du mobile, on retrouve le bouton on-off et le jack 3.5. Sur le côté droit du mobile, on retrouve strictement rien, si ce n'est ici une petite fente qui permet de retirer le cache batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. D'ailleurs, c'est pas si facile que ça. L'entrée micro primaire en bas du mobile, le connecteur micro USB pour la charge et la synchronisation en filaire. Au dos du mobile, on retrouve l'entrée micro secondaire, donc ça c'est fait pour réduire le parasite sonore extérieur lorsque vous êtes en conversation par exemple, ou lorsque vous faites une vidéo. Le capteur photo dorsal, là aussi j'y reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de la qualité photo, vous l'avez bien compris, accompagné de son flash LED, le double bouton de contrôle de volume plus-moins à l'arrière du mobile, un style Asus certes, mais qui était déjà paru sur d'autres marques, notamment on peut citer les sud-coréens que sont LG. Asus, le marquage est présent sur le dos du cache-batterie. On retrouve également une petite inscription ici très discrète Zenfone, la grille du haut-parleur, un haut-parleur très sympa, là aussi j'y reviendrai tout à l'heure, et un dos dont le plastique est très doux au toucher, presque soft skin, presque caoutchouté. Donc c'est très doux au toucher. Ici, on est sur la version, vous le voyez, rouge du mobile. Ce téléphone existe aussi en blanc, en noir, en doré et en bleu. Je mettrai là aussi, probablement en bas de cette vidéo, une petite incrustation avec une petite photo, voilà, une petite photo avec voilà, les différentes déclinaisons couleurs. Le téléphone présente bien, je trouve son design plutôt étudié, plutôt sympa. Par contre, la construction est entièrement plastique, donc forcément ça suppose un petit peu de souplesse, et vous le voyez, c'est le cas. Au niveau de la dalle tactile, rien ne laisse penser que la dalle soit renforcée, mais c'est vrai qu'elle a une certaine rigidité qui n'est pas désagréable, mais rien ne dit que ce soit une vitre traitée anti-rayures anti-casse, d'ailleurs j'en doute. Au niveau du cache batterie, comme je vous l'ai dit, c'est le principal élément qui change de couleur, puisque finalement toutes les autres couleurs ont toujours une face avant noire, il n'y a que le cache batterie qui change.
Et alors, si on essaie de retirer le cache-batterie avec cette petite fente que l'on retrouve sur le côté, alors vous allez voir, c'est sportif, parce qu'il y a quand même un petit coup à prendre, parce qu'il faut le déclipser, puis il faut faire le tour, quoi. Voilà, bon. C'est pas si facile que ça. Au bout d'un moment, le cache-batterie voilà, commence à avoir un peu de souplesse, vous pourrez l'enlever plus facilement. Mais à l'origine, quand vous achetez le téléphone, le cache-batterie, il est bien clampé, quoi. Il est bien là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du téléphone une fois qu'on retire le cache-batterie? Eh bien, on retrouve la batterie. Et la batterie, bonne nouvelle, elle est extractible. Vous pouvez la changer. Donc ça, c'est pas mal. Si jamais vous avez envie d'acheter une deuxième batterie pour avoir plus d'autonomie quand vous êtes en déplacement, ou parce que celle-là, au bout d'un moment, elle va fatiguer. Donc plutôt que de jeter le téléphone, ce qui serait bête, eh bien vous allez pouvoir la changer vous-même. Donc voilà, ça c'est un bon point au niveau de la batterie. On retrouve l'emplacement de la carte SIM numéro 1, puisqu'il y a la 1, format micro, et la deuxième ici, format micro. Et au-dessus de l'emplacement de la carte SIM numéro 2, dont on voit le slot, là, on le distingue, on voit les petites pattes de connexion là, eh bien on retrouve au-dessus l'emplacement de la carte micro SD. D'ailleurs, il y a une petite carte fake, hein, c'est une carte, une fausse, hein, qui est livrée de base, mais qui est juste là pour vous montrer où se met la carte micro SD et comment on la met. Voilà, donc ça c'est pour le petit tour du propriétaire. Alors, comme je vous l'ai dit, on est sur un téléphone qui se tient très bien en main, on est sur des dimensions qui sont raisonnables parce qu'on est sur un téléphone qui fait 5 pouces de diagonale, ce qui est un grand standard de nos jours. Hein. La quasi-totalité des téléphones entrée de gamme, moyenne gamme et même haut de gamme sont généralement dans les 5 pouces. Alors on est sur un téléphone qui fait 14,4 cm de long, qui fait 7,1 cm de large et qui fait 1,1 cm d'épaisseur au plus épais de son téléphone. Parce que vous l'avez vu, hein, le téléphone est en courbe, et donc au plus épais on a 1,1 cm, au plus fin on en aura probablement dans les 0,7. Le téléphone pèse 150 grammes. C'est pas trop lourd, c'est pas léger, c'est encore une fois de plus dans la bonne norme, dans la bonne moyenne des téléphones 5 pouces construits en plastique. Donc rien de très étonnant sur ces aspects-là. Et comme je vous l'ai dit, hein, je trouve qu'on est sur un téléphone qui présente bien, surtout avec ce cache-batterie doux au toucher, c'est très agréable. Ça rajoute un petit agrément supplémentaire au niveau de l'utilisation. Bon, on a fait le tour du propriétaire, je vous ai donné mon avis là-dessus, à vous de mettre dans les commentaires, mais je sens déjà que dans les commentaires, je vais entendre parler de cette barre ici, qui me dira que c'est... Je sens que je vais lire ces commentaires qui me diront que c'est pas très optimisé au niveau de l'encombrement de la face avant. Ok, peut-être. Donc effectivement, ici, on a cette petite barre-là qui vient donner une longueur supplémentaire au téléphone. On imagine bien que ça n'est pas que de la note de style. Il y a probablement des composants internes, notamment le connecteur micro USB, qui viennent rajouter de la longueur au téléphone. Mais c'est vrai que bon, l'optimisation, elle aurait pu être comme ça. Vous voyez, là, je cache avec mon doigt, exprès pour vous montrer ce un peu trop grand du téléphone. Mais qui reste dans la bonne norme, encore une fois de plus. 14,4 cm de long, c'est tout à fait standard. Donc on a parlé du design, voilà, c'est surtout ça, on a fait le tour du propriétaire, maintenant on va parler de l'image et on va parler du son. Et ce sont des bons points. Ce sont des bons points pour un téléphone qui est entrée de gamme. Alors bon point premièrement, c'est l'écran, 5,0 pouces, 5 pouces, qui est doté d'une résolution 1280 pixels par 720 pixels, donc une résolution HD. 5 pouces IPS avec une résolution HD, ça nous donne une densité de pixels de 294 pixels par pouce. On est à la limite des 300 pixels par pouce. On a donc une image qui reste plutôt nette, une image qui en termes de netteté est donc tout à fait correcte, et on a plaisir à regarder une vidéo sur ce téléphone. On a d'autant plus plaisir à regarder une vidéo sur ce téléphone que l'image est lumineuse. L'image, je vais mettre un tout petit peu de son. L'image est lumineuse à tel point, et là je mettrai probablement encore une petite incrustation, à tel point que l'on arrive à dépasser les 470 nits par nits, les candélats en mètre carré. Alors cette valeur comme ça, nits, ça ne veut pas dire grand chose pour vous peut-être, même pour moi d'ailleurs, il y a encore peu, je m'intéressais peu à cette donnée-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on est sur un bon score. Plus la luminosité du téléphone en nits est importante, plus vous aurez de facilité à voir l'image lorsque vous êtes par exemple en extérieur avec du soleil, de la forte lumière solaire. Et bien là, pour le coup, c'est le cas, puisque vous êtes à 470 nits, donc on a une luminosité d'écran qui est très bonne. Je mettrai une incrustation probablement ici, qui vous permet donc de contrebalancer la lumière du jour, sachant qu'un téléphone entrée de gamme, voire même moyenne gamme parfois, c'est dans les 300 nits, c'est pas très étonnant. Un téléphone haut de gamme, voire ultra haut de gamme, c'est dans les 600 à 650, et un moyenne gamme, c'est dans les 400 et des poussières. Bon, voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on est dans la bonne norme, même plus que dans la bonne norme. On est même dans une bonne notion ici, qui est presque une bonne surprise. Au-dessus de 470 nits, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Donc on a parlé des nits, on a parlé de la netteté d'image, le son. Alors bon, le son, là forcément, c'est une petite vidéo qui n'est pas spécialement puissante en termes de son. Le fameux Big Buck Bunny,
que je vous montre toujours pour les tests, hein, forcément. Et eh bien, le son, il est puissant, parce que le son du haut-parleur qui est ici, eh bien, est puissant, dans le sens où eh bien, on arrive très facilement à accrocher les 100 décibels à la sortie, c'est-à-dire en calquant sur une oreille ici, mais quand on est à 20 cm, on reste dans les 80 décibels. Donc on est sur un téléphone qui a un son haut-parleur puissant, mais vraiment puissant, et qui reste clair. Et ça, c'est agréable, parce que ça ne grésille pas. En tout cas, je n'ai pas noté de grésillement, même si le son était poussé à mort, à fond, et même avec des musiques bien brutales. Donc ce qui fait que là aussi, le haut-parleur est une plutôt bonne surprise, et le jack et l'écouteur, eux, sont tout à fait standards, rien à dire dessus. Donc l'image et le son sont clairement des points forts de ce téléphone. Je rajouterai aussi un point fort supplémentaire qui va avec le son. C'est que ce téléphone est doté d'un assistant, vous le voyez ici, audio. Et alors cet assistant audio vous permet d'avoir des modes pré-réglage, pré-réglés, qui modifient un petit peu l'ambiance sonore, hein, mais vous avez aussi la possibilité de le modifier vous-même. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de gérer l'équaliseur vous-même. Et ça, c'est de base. C'est une fonction native du téléphone qui s'appelle assistant audio. Bonne note, encore une de plus. Alors maintenant, au niveau des performances. Alors c'est là où ça pêche. Soyons clairs, le téléphone est un entrée de gamme et c'est à ce moment-là que ça se ressent, c'est sur les performances. Alors, vous le savez, pour valoriser les performances d'un téléphone, je les valorise avec un benchmark, un outil, un software, un logiciel, une application plutôt, qui s'appelle Antutu. Ici, on est sur la version 6.2, donc c'est la dernière en fait, 6. Et donc du coup, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça nous donne? Et bien ça nous donne un score de presque 22 000 points, on est à 21 914 points. Et 21 914 points, c'est un score qui en 2017 est plutôt faible, puisque c'était déjà pas terrible en 2016, et c'est même un score qui était à la rigueur limite, sympathique, moyen on va dire, en 2015. On est sur un téléphone qui a des composants qui sont datés. On est sur un téléphone qui, on va peut-être les voir ici d'ailleurs, qui sont, qu'est-ce que c'est? Alors on voit le processeur graphique, qui est un Adreno 306, et alors cet Adreno 306, il va toujours de pair avec un processeur de calcul qui est un Qualcomm. Alors là, on le voit, hein, marque Qualcomm, on la voit ici, mais le processeur qui est ici est un processeur dans 4 cœurs cadencés. On les voit, hein, ils sont cadencés ici. On voit l'indication de fréquence. Les 4 cœurs, ah, on les voit ou on les voit plus? Ah si, ils sont là, on la voit. Les 4 cœurs sont cadencés soi-disant à 1,2 GHz. Là, pour le coup, le téléphone nous dit 1. Ok. Donc 4 cœurs, mettons cadencé à 1,2 GHz, sachant que le téléphone ici sur Antutu nous dit 1. C'est un Qualcomm Snapdragon 410. Donc précisément le modèle c'est 8916, MSM 8916. Bon ça parlera aux connaisseurs. Bon, c'est un processeur qui est un peu daté. Il fait son travail, mais il ne le fera pas de belle manière, il ne fera pas ça de façon brillante. Par contre, ce qui est bien sur ce téléphone, c'est la mémoire vive. On a 2 Go, on le voit ici, de RAM, 2 Go de mémoire vive. Et bien ça c'est pas mal. Ce qui veut dire au final, et là je mettrai probablement aussi une petite incrustation pour vous donner une idée en termes de performance, notamment avec Asphalt 8. Ce qui veut dire qu'au final on est sur un téléphone qui gère bien le multitâche. Sur cet aspect-là il n'y a pas de problème. Mais c'est un téléphone qui aura peut-être potentiellement des difficultés avec des gros jeux 3D. Asphalt 8 ça s'est bien passé. Asphalt 8 n'a pas montré de ralentissement excessif. Bon, l'incrustation que j'ai peut-être mis ici en bas à droite de cet écran vous a permis de voir la chose, mais ça reste plutôt fluide. Sur Epic Citadel, il faut savoir qu'on a un nombre d'images par seconde affiché, en mode qualité graphique ultra haute qualité, qui est de 30 images par seconde. Je vais baisser le son parce que ça va bugger là pour le coup. Le haut-parleur, comme je vous l'ai dit, il est vraiment très très puissant. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, on a un score par image par seconde qui est de 30 images par seconde, y compris sur Epic Citadel. Et 30 images par seconde, c'est au-dessus des 24-25 minimum qu'il faut pour ne pas voir l'image de façon saccadée. Mais on sent que sur certains environnements 3D, le téléphone peut galérer un petit peu. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est que c'est pas un téléphone performant. On voit, on démarre entre 20 et 22, 23, allez, on va dire. Bon, après le téléphone, ça va passer très rapidement dans les 20 à 30. Voilà, on commence à augmenter un petit peu, 24, 25, 30 et des poussières. Vous voyez, donc moins l'environnement 3D est complexe, plus le téléphone se débrouille bien, mais c'est logique. Ce que je suis en train de dire est tout à fait standard, tout à fait logique. Et donc globalement, eh bien, c'est bien les performances de ce téléphone qui sont son point faible. C'est pas une catastrophe, mais bon, voilà, on voit qu'on est sur de l'entrée de gamme. Et au niveau de la mémoire de stockage, alors c'est là où on peut être choqué. Parce que la mémoire de stockage de ce téléphone, elle est soi-disant théoriquement de 16 Go. C'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Le problème, c'est que lorsque l'on allume le téléphone pour la première fois,
Sur les 16 Go, contrairement à ce qui est indiqué ici, où on voit 11 Go soi-disant, c'est faux. Sur les 16 Go, lorsque l'on allume le téléphone pour la première fois, qu'on fait juste les premières mises à jour et qu'on installe le minimum d'applications, parce que là, il y a aussi un petit jeu là, dont je vous parlerai, mais c'est le minimum d'applications, il ne reste plus que 7,05 Go d'espace disponible. Donc on passe de 16 à 7,05, on est à moins de la moitié. Et le problème complémentaire, c'est que je n'ai pas réussi, malgré la présence de Marshmallow à Android 6.0, je n'ai pas réussi à installer les applications et les jeux sur la carte micro SD. Alors je ne dis pas que c'est pas possible, je dis que j'ai pas réussi, malgré les manipulations que j'ai faites. Donc ça me laisse penser, ça me laisse vous dire que les seules applications, enfin les applications que vous pourrez installer, les jeux, ils iront sur la mémoire interne du téléphone. Et la micro SD ne servira qu'à installer les jeux, les jeux non, les films et les musiques, les MP3. Alors justement, pour revenir sur cette micro SD, il faut savoir que le constructeur revendique la possibilité d'ajouter des micro SD jusqu'à 128 Go. Bon, autant vous dire que 128 Go, vous pouvez aussi installer des 200 ou des 256. Sachant qu'une carte 128 Go, en fonction des promotions qu'on arrive à retrouver sur le web, parfois on arrive à les trouver à 40, 50 euros, c'est pas trop cher. Mais pour un téléphone comme celui-ci, je trouve que c'est un investissement qui est un peu disproportionné. Personnellement, j'aurais tendance à vous dire, pour un téléphone comme celui-là, c'est plutôt de la 32 Go que vous allez mettre dedans, et ça vaut une vingtaine d'euros. Et ça reste à mon avis un choix raisonnable, mais encore une fois de plus, vous ne pouvez pas installer les jeux ni les applications dessus. En tout cas, moi, j'ai pas réussi. Si vous êtes utilisateur de ce téléphone et que vous avez réussi, mettez-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de le savoir. Alors, on a parlé des performances, vous l'avez compris, c'est pas génial, c'est pas une catastrophe, mais c'est loin d'être génial. Au niveau de la connectivité de ce mobile. Alors la connectivité de ce mobile est plutôt satisfaisante. Alors j'ai pas noté de bug, j'ai pas noté de déconnexion intempestive, donc ça déjà c'est un bon point. Donc c'est un téléphone qui est un 4G LTE. Donc déjà c'est bien, c'est de la 4G et c'est la meilleure des 4G. À côté de ça, c'est un 3G HSPA+. Donc quand vous n'avez pas la 4G, vous êtes en 3G+. Donc là aussi c'est pas mal. Bon, il y a de la 2G mais ça va disparaître. Donc on est sur un téléphone 4G LTE mais aussi 3G. 3G+. Alors à côté de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a un emplacement micro SD, donc je l'enlève très rapidement, on ne va pas s'attarder dessus. On est sur un téléphone double SIM, je vous les ai montrés tout à l'heure les emplacements, et c'est un double SIM qui s'appelle un stand-by. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous recevez un appel sur chacune des deux cartes en même temps, eh bien il y en a forcément un des deux appels qui va tomber sur le répondeur, puisque c'est un double SIM stand-by, attente. Contrairement aux double SIM actives qui permettent de gérer les deux appels en simultané. Le problème, c'est que les double SIM actifs sont très rares, et d'ailleurs, dans toutes les années de tests de Top 4 Phone, je n'en ai testé qu'un seul. Et donc, pour le coup, voilà, là, il n'y en a pas. Donc, on est sur un double SIM standby très classique, avec une gestion des droits de double SIM très classique, tout à fait aussi, dans le sens où vous pouvez gérer, ça c'est du natif Android, la carte SIM qui va gérer les données, et la carte SIM qui va être utilisée pour les appels. Soit ça va vous demander à chaque fois, soit vous allez choisir en fait une carte SIM par défaut pour chaque appel. Voilà, donc globalement une gestion des doubles SIM tout à fait standard et des cartes SIM comme je vous l'ai dit tout à l'heure au format micro. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme connexion à l'intérieur de ce téléphone? Eh bien on a bien sûr du Wi-Fi, BGN, on a du Bluetooth 4.0, A2DP, EDR. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros que ce Bluetooth, donc ce téléphone, est capable d'être synchronisé avec votre voiture et probablement votre voiture et des oreillettes Bluetooth, tout simplement. Ce téléphone est aussi AGPS GLONASS, donc il utilise le réseau de satellites GPS donc américain, les antennes filaires, donc cellulaires pardon, pas filaires mais cellulaires, et Wi-Fi, donc c'est la fonction A du AGPS, et il est aussi GLONASS, donc le réseau de satellites russe. Il y a BDS qui existe aussi, mais ce téléphone apparemment n'utilise pas BDS, donc le réseau de satellites chinois. Et on n'en est pas encore à utiliser ici Galileo, le réseau de GPS, ou en tout cas de satellites européens. Voilà, donc je vous ai parlé du GPS, donc ça marche très bien, il n'y a pas de déconnexion intempestive, ça marche bien, ça s'accroche vite, c'est efficace. Donc c'est efficace sur de la 3G, c'est efficace sur de la 4G, c'est efficace sur de l'appel, c'est efficace sur du GPS, du Wi-Fi, etc. Ok, la totale. En termes de ports complémentaires, on a du micro USB, donc pas OTG, on a du jack 3.5, très classique. Il n'y a pas de NFC sur ce téléphone et il n'y a pas d'infrarouge. Certains diront que c'est dommage, pour ma part je dirais que ça ne sert à rien. Encore aujourd'hui, le NFC et l'infrarouge sont très très peu utilisés, il y a peu d'usage. Et il y a des capteurs. Alors les capteurs, on retrouve les capteurs classiques, c'est-à-dire qu'on a du capteur de luminosité, on a du capteur de proximité, on a de l'accéléromètre, on a de la boussole, jusqu'à là tout va bien. Mais on n'a pas de gyroscope, que l'on voit ici.
Voilà, si la caméra fait son focus, et c'est le cas. Donc on n'a pas de gyroscope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce téléphone, vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire de la réalité augmentée ni de la réalité virtuelle, parce que le téléphone n'a pas de gyroscope. Vous avez l'accéléromètre pour jouer sur Asphalt 8 par exemple, en le conduisant comme ça, gauche-droite, mais vous n'avez pas le gyroscope qui permet de gérer l'axe complémentaire. Donc vous avez X, Y, mais vous n'avez pas Z. Bon, tout ça pour vous dire que vous avez du mal, enfin vous avez du mal. Non, ce téléphone ne gère pas les environnements, on va dire, dans le style 3D. Bon, c'est un peu bête ce que je suis en train de dire et c'est pas une bonne image. Bon, retenez en fait en gros que vous ne pouvez pas faire de réalité augmentée ni de réalité virtuelle. C'est pas fait pour ça. Alors, on va parler maintenant d'un dernier point sur la connectivité. Pas d'un dernier point sur la vidéo, rassurez-vous, ça va durer encore une dizaine de minutes. On va parler de la connectivité et on va parler du DAS, le débit d'absorption spécifique. Alors ce téléphone émet des ondes comme n'importe quel autre mobile, que ce soit lorsque vous l'utilisez pour des appels ou pour de la 3G ou de la 4G. Donc le DAS, c'est une norme européenne, vous le savez, qui valorise la capacité à émettre des ondes pour un téléphone, tout simplement. Plus le score est élevé, plus le téléphone balance des ondes, et potentiellement plus il est dangereux pour la santé. Le DAS de ce téléphone est bon, 0,484 pour être précis, watts par kilo, donc 0,484 watts par kilo. C'est un score tout à fait correct pour un mobile qui est conçu en 2016, commercialisé en 2017. On est dans un truc assez standard. Il faut savoir que le score en Europe à ne pas dépasser, c'est 2 watts. Moi, personnellement, j'aime pas les téléphones qui dépassent 1 watt. C'est ma propre barrière, on va dire, psychologique. Je suis même plutôt dans les 0,8 maintenant. Et avoir un téléphone qui est dans les 0,4, 0,5, c'est dans la bonne norme. Donc, on est sur un téléphone qui a un bon DAS, qui est respectueux à ce niveau-là. Avec le danger potentiel pour la santé publique que ça représente, certes. Mais ça reste nettement mieux, nettement meilleur que certains concurrents qui ont des DAS 1, 1,2, qui sont des centrales, quoi, ça balance. Voilà, donc je vous ai parlé de la connectivité sur ce dernier aspect. Maintenant, on va parler du système d'exploitation. Alors, je voulais glisser tout à l'heure en quelques mots. On est sur un système qui est Android. Bon, jusqu'à là, c'est assez simple, c'est assez classique. De toute façon, ça ne trompe pas. Puis Windows Phone, aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment. C'est complètement en perte de course. Même Microsoft a complètement abandonné le système mobile. Donc, du coup, il reste quoi? Il reste iOS pour les iPhones. Vous voyez, ce n'est pas un iPhone, donc forcément, il reste Android. Donc, du coup, on est sur quoi? Eh bien, on est sur un système d'exploitation qui s'appelle Android, ici dans la version 6.0. Donc on est sur Marshmallow 6.0, 6.0.1 pour être précis, avec une surcouche qui s'appelle Zen UI. On est donc d'ailleurs dans la version, attendez, je reprends ma petite note, Zen UI 3.0. Donc ce téléphone, rien ne laisse penser qu'il sera mis à jour en 7.0. D'ailleurs, j'en doute. Franchement, j'en doute. Et même si c'est le cas, même si un jour Asus devait sortir la 7.0 sur ce téléphone, je déconseille de la faire, cette mise à jour, parce que d'expérience, quand un téléphone est prévu pour un système d'exploitation en particulier et qu'il a des performances qui sont légères, ça ne sert à rien. En général, c'est dangereux même de le mettre à jour avec une version supérieure, parce que le téléphone, au final, va finir par bugger, il ne va pas supporter la mise à jour, ça va le ralentir au niveau des performances, et ici, déjà que c'est pas brillant, on va essayer de ne pas trop lui en coller dans la tête. Donc, mise à jour, j'en doute, 7.0. Des mises à jour, des patchs correctifs, il y en a un, mais pas pour le passage sur une version supérieure du système d'exploitation. On a donc un Android 6.0 qui est très sympa, dont on sent par contre qu'il y a une fonctionnalité qui a été amputée. On ne peut pas mettre les applications ni les jeux sur la micro SD. C'est dommage parce que ça, c'est une fonction native d'Android 6.0. C'est assez incompréhensible de voir que le constructeur n'a pas réussi, ou en tout cas a biaisé cette fonctionnalité, l'a coupée. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué lors de montage. Je vous l'ai dit, je n'ai pas réussi à mettre les applications et les jeux sur la micro SD. Donc je trouve qu'on perd ici le fun, finalement, l'intérêt principal de Android 6.0. Pour le reste, bien sûr, on est sur un système qui marche très bien, qui est très fonctionnel, sur lequel Asus a mis une surcouche. Alors cette surcouche, elle est un peu ergonomique, mais très légèrement. Elle est principalement design, avec du fond d'écran, des icônes retravaillées, des applications dont le design a été retravaillé, et elle est applicative, avec notamment cette notion d'application supplémentaire. Alors là aussi, je mettrai une petite incrustation en bas à droite de cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous démarrez ce téléphone pour la première fois, et c'est une bonne idée, Asus vous propose une série de panneaux lors du démarrage qui vous permettent de choisir des applications que vous voudriez installer en plus de celles par défaut dans le téléphone. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les applications que vous allez voir dans ce téléphone, mis à part celles-ci, sont installées par défaut. Pourquoi je vous dis celles-ci? Parce que celles-ci, là, qui sont notamment Antutu, Epic Citadel, qui sont Screen Test, qui sont notamment SensorBox et Asphalt 8, ça c'est moi qui les ai installés pour le besoin du test. Bon,
Mais tout le reste, c'est du natif, c'est du de base. Et c'est du de base au minimum, c'est-à-dire que dans les panneaux que j'aurais probablement mis en incrustation ici en bas à droite, je n'en ai mis aucune des applications qui étaient proposées. Et pourtant, on se retrouve notamment, encore une fois de plus, avec des applications qui n'ont rien à faire là, notamment avec TripAdvisor. Pourquoi on me force à avoir TripAdvisor? Est-ce qu'on peut la désinstaller? On va voir ça tout de suite. On peut supprimer l'icône, ok. Bon, ça c'est un minimum. Est-ce qu'on peut supprimer carrément l'application? On peut désinstaller l'application. Donc il y a quand même une bonne note, c'est que même si TripAdvisor, avec mon très bon accent, est installé par défaut, vous pouvez quand même la supprimer. Donc on sent qu'il y a un blocage au niveau de la ROM, mais qui n'est pas non plus monstrueux, nettement moins strict et nettement moins grave que ce qu'il y avait dans le passé. On est sur une surcouche qui est devenue très intelligente et qui est moins gourmande qu'est-ce qu'elle n'a été, je vous le dis, dans le passé. Reste que quand même, je vous l'ai indiqué tout à l'heure en début de vidéo, enfin en milieu de vidéo, la taille de la mémoire de stockage, on est loin des 16 Go qui sont proposés de base. On est à 7,05. Alors que pourtant, j'ai strictement installé le minimum possible. Je ne pouvais pas faire moins. Et heureusement, vous imaginez si j'avais utilisé les applications proposées dans les panneaux. Bon, on a fait le tour, j'ai énormément insisté sur ce point. Je pense que j'ai été très clair sur le fait que je préfère la surcouche Asus d'aujourd'hui par rapport à celle qui était sortie en milieu 2016. Je trouve que là, il y a vraiment une amélioration au niveau de la liberté que Asus vous donne aujourd'hui sur sa surcouche. Et alors au niveau des bonnes idées, eh bien, on a des applications. Alors on a notamment Asus Mobile Manager, qui est un vaste fourre-tout, dans lequel on retrouve de tout. On retrouve justement quelque chose qui nous permet de suivre les données, la consommation de data, le mode économie d'énergie, qui est très malin, qui a été bien personnalisé, bien customisé, que vous pouvez vous-même, d'ailleurs je viens de le dire, personnaliser. Vous avez le moyen d'accélérer justement le téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait vous allez libérer la mémoire vive. Vous avez le gestionnaire de notifications. C'est malin ça, ce genre de graphique, par exemple pour savoir combien de notifs vous avez eu. Encore une fonction nettoyer qui cette fois-ci vous permet de nettoyer la mémoire de stockage interne du téléphone et de supprimer des fichiers temporaires. Vie privée et sécurité qui vous permet notamment... ça c'est quand on reset le téléphone et qu'on repart sans avoir tout remis de base, qui vous permet notamment, eh bien, vous le voyez, de suivre ce que font les applications qui sont installées sur votre téléphone, quels sont le type de transfert de données, ça va vous donner des recommandations et les autorisations sur les applications. Bon, un vaste fourre-tout, mais très malin, très sympa, très bien fait, je trouve ça cool. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a une application qui s'appelle Météo. Alors, c'est pas bluffant d'avoir une application qui s'appelle Météo, on va juste essayer de la retrouver, elle est là, et qui vous permet notamment, alors, première chose, d'avoir une application qui elle-même déjà vous indique la température, ça c'est malin, et d'avoir aussi ce genre de beau petit design avec notamment la température de votre coin, les différentes températures quotidiennes. Voilà, c'est sympa. C'est pas Asus qui donne la donnée vient de AccuWeather, très, très classique comme source d'information, mais ça a été retravaillé, redesigné notamment par Asus. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? On retrouve une application qui s'appelle, on va essayer de la retrouver ici, qui s'appelle, alors vous voyez, hein, assistant audio, ça aussi, hein, c'était sympa. On retrouve une application qui s'appelle Photocollage. Normalement, elle doit être là, elle doit être quelque part. Je suis en train de passer dessus, je suis sûr. Bon, je la vois pas. On va la retrouver autrement. Est-ce qu'on va la retrouver autrement? Où est-ce que je l'ai désinstallée? Par mégarde. Peut-être que je l'ai désinstallée ou qu'est-ce que j'ai fait? Bon, vous voyez, ça sera peut-être mon fail de la vidéo. Bon, du coup, j'arrive pas à la retrouver. Photocollage, qui s'appelle peut-être autrement. Je suis sûr que je suis en train de passer dessus. Non, on la voit pas, on la voit pas, on la voit pas. Ça, c'est mon instant de solitude, hein, vous voyez. On la voit pas ici non plus. Bon, moi, je vais peut-être flinguer l'application. Bon, qui vous permet, en tout cas, voilà, photocollage, je vous l'avais déjà montré dans d'autres tests de mobile Asus. Ça permet de prendre plusieurs photos et de les regrouper dans une sorte de groupement de photos, voilà, de faire une photo globale de plusieurs sous-photos. Bon, c'est malin, c'est rigolo, quoi. Et une chose que je vous ai pas montré, c'est thème, justement, parce que vous pouvez personnaliser le design du téléphone. Et thème, ça va vous permettre tout simplement d'aller chercher des thèmes. Vous voyez, donc c'est classe, c'est des fonds d'écran, c'est des icônes retravaillées. Oui, justement, si c'est écrit haute, c'est pas pour rien. Voilà, donc c'est un moyen de personnaliser de plus votre mobile. Et ça, c'est une bonne note, voilà. Thème, ça s'appelle thème. Autre bonne chose, c'est ZenMotion. Alors ZenMotion, qu'est-ce que c'est? On va essayer de la retrouver là aussi. Je vais éviter de me faire un deuxième moment de solitude. Voilà, c'est celui-là.
ça permet de gérer des mouvements. Voilà, vous allez pouvoir gérer des mouvements, par exemple gérer le fait que lorsque l'écran est éteint, eh bien, si vous faites un W, ça va allumer la fonction météo. Si vous faites un double tap, ça va rallumer le téléphone. C'est le fameux tap-tap, knock-knock que l'on avait chez LG. Bah, là, pour le coup, on retrouve aussi ici ce genre de choses. Voilà, donc on retrouve aussi les gestuels de mouvement. Si vous retournez le téléphone lorsqu'il est en appel, voilà, comme ça, boum, vous raccrochez l'appel. C'est classique, hein, c'est rien de très révolutionnaire. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez retrouvé déjà sur d'autres marques. Mais pour le coup, bah c'est voilà, c'est un petit plus supplémentaire au niveau de cette surcouche Asus qui s'appelle Zen UI, Zen User Interface 3.0, dans lequel on a plein de belles petites choses. Et c'est customisable et c'est paramétrable à votre bon loisir. Alors du coup, on a parlé du système d'exploitation, maintenant on va parler de l'usage de ce téléphone. Alors je vais arriver très rapidement sur les deux aspects principaux qui sont la notion d'autonomie et la notion de qualité photo. Pourquoi je dis très rapidement? Parce que je ne vais pas vous parler du fait que le téléphone est capable d'envoyer des SMS, des MMS et des emails, le fait que vous pouvez voir des pages web, etc. Bon, ça c'est le classique d'un smartphone. Aujourd'hui, tous les smartphones, même les plus low cost, arrivent à se débrouiller sur ces points-là. Lecture de vidéo, lecture de MP3, n'importe quel smartphone aujourd'hui arrive à le faire. Par contre, il y a deux aspects sur lesquels les téléphones arrivent encore à se distinguer les uns les uns des autres, c'est notamment la qualité photo, et puis 2, l'autonomie. Alors, la qualité photo, je rappelle qu'on est sur un téléphone entrée de gamme. Donc ce que je suis en train de dire est proportionnel et en relation avec le prix. Si le téléphone n'avait pas été un entrée de gamme à ce prix-là, c'est sûr que j'aurais été plus critique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le téléphone prend des photos de façon rapide. L'autofocus est efficace, il y a des modes photo, il y a des réglages complémentaires. Voilà, vous pouvez choisir le niveau de qualité de la photo. En 13 mégapixels, vous serez en 4 tiers. En 10 mégapixels, vous serez en 16 neuvième. Bon voilà, donc on a plusieurs fonctions sur on va dire l'aspect photo. Très bien. Vous avez des modes de réglage par défaut, vous avez des modes débrayables. Vous pouvez choisir vous-même. Et vous avez aussi l'appareil photo frontal qui vous permet d'embellir, notamment vous avez ce fameux Face Beauty, ce mode Face Beauty de certains concurrents. C'est comme ça qu'ils appellent, certains l'appellent, mais en tout cas, qu'est-ce que ça sert? Ça sert à quoi, pardon? Ça sert à vous donner un gras de peau plus doux, plus beau, à vous lisser le visage, enfin bon, certes. Le Face Beauty se calque donc sur un mode appareil photo frontal 5 mégapixels. Ici, le capteur, il est là, vous le voyez, hein, je suis en train de le cacher volontairement. Alors, qu'est-ce que ça fait, tous ces deux capteurs-là? Qu'est-ce que ça vous propose en termes de qualité photo? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce que c'est bon ou pas bon? Eh bien, c'est pas mal. Franchement, pour un téléphone qui est vendu aujourd'hui à moins de 150 €, je trouve la qualité photo pas mal. Alors, c'est sûr, comme d'habitude, lorsque vous manquez de luminosité, les capteurs de photo, là, surtout le dorsal d'ailleurs, mais le frontal, c'est normal. Mais le dorsal, il commence à se perdre, hein. Si ça manque de luminosité, les noirs, les gris vont avoir du mal à se distinguer les uns des autres. Ça va donner une bouillie de pixels pas très agréable à regarder. Donc du coup, il faut de la lumière. Mais c'est un peu normal finalement. C'est un peu le lot de tous les téléphones, tous les capteurs photo. Ils ne sont pas faits pour aller dans le sombre, pour vraiment travailler dans le sombre. Donc du coup, vous avez un capteur photo qui s'en sort généralement bien, sauf si vous essayez de prendre une photo bah voilà, quand la soirée tombe, quand le soleil se couche. Bon. Donc c'est plutôt satisfaisant, et pour le capteur dorsal, et pour le capteur photo frontal. D'ailleurs, petite parenthèse, comme d'habitude, vous allez sur le site de Tough for Phone, dont je mettrai le lien probablement en description de la vidéo ou en commentaire. Et bien sur l'article de test, vous retrouverez deux liens qui s'appellent Voir un échantillon photo. Et bien voir un échantillon photo, bah, ça vous permet de voir les échantillons photos que j'ai pris avec ce téléphone en mode pleine résolution. Pas retravaillé, brut comme le téléphone est capable de les donner. Donc ça, c'est sur l'article de test qui est publié sur le site de Tough for Phone. Alors maintenant pour la batterie, qu'est-ce qu'on peut se dire pour l'autonomie de ce téléphone? Alors la batterie, c'est une batterie de 2600 mAh, extractible, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le téléphone n'est pas spécialement énergivore parce qu'il n'est pas non plus, c'est pas une bête de course, mais d'un autre côté, ce téléphone a une autonomie qui est plutôt moyenne. On aurait pu attendre un peu mieux, heureusement qu'il y a le mode économie d'énergie qui permet de s'en sortir. On est sur un téléphone qui atteint un jour avant d'être rechargé, pas plus. Voilà, c'est pas la peine d'espérer faire 2 jours ou 1 jour et demi, c'est un jour, point, et c'est tout. 1 heure de vidéo avec ce téléphone, c'est entre 22 et 24% de batterie consommée. Donc on est sur quelque chose qui est standard, mais on est sur un téléphone qui ne dépassera pas la journée avant d'être rechargé, c'est un jour, point. Bon, j'ai bien insisté là-dessus. Autre notion de ce téléphone, il n'est pas recharge rapide. Alors il n'est pas recharge sans fil, mais bon ça c'est un peu classique, c'est normal, mais il n'est pas recharge rapide. Vous ne pouvez le recharger qu'en 1 ampère heure
1 ampère max, pardon. Il n'y a pas de 1,5 ou de 2. Donc globalement, pour recharger ce téléphone, de 0 à 100%, c'est 2h30 à 3h de recharge. Pas de recharge rapide. C'est sans doute un autre point faible de ce téléphone. Alors, c'est vrai que des téléphones entrée de gamme recharge rapide, on n'a pas des masses. Hein. Bon, c'est donc difficile de critiquer là-dessus. Mais c'est vrai que c'est dommage dans l'absolu. Voilà. Et donc, il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Ah, je voulais amener de façon un peu abrupte. Bon, conclusion de la vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone? Est-ce que c'est un bon téléphone ou un mauvais téléphone pour ce prix? Eh bien, en fait, je vais vous le dire comme ça, ni l'un ni l'autre. C'est rare des téléphones où j'ai du mal à avoir un avis tranché. Blanc, noir, 0,1, des avis manichéens. Là, on est sur un téléphone qui est pas bon parce qu'il n'est pas bluffant. Mais il n'est pas mauvais parce qu'il n'est pas nul, il n'est pas catastrophique. Le point faible de ce téléphone, c'est clairement ses performances. C'est dommage d'avoir un téléphone ici qui est doté d'un processeur un peu vieux, un peu vieillissant, qui est clairement un entrée de gamme, mais qui ne fera pas beaucoup de choses. Donc en gros, on fait du jeu 3D avec ce téléphone, on fait du Asphalt 8, ça marche très bien. Mais si vous voulez jouer à des très très gros jeux 3D qui viennent de sortir, si vous êtes un pur gamer mobile, clairement ce mobile n'est pas fait pour vous. Mais d'un autre côté, ce que je suis en train de dire est évident, et un pur gamer mobile n'ira pas sur ce genre de téléphone. Donc du coup, voilà, tout est lié. Et on est sur un téléphone qui est clairement un entrée de gamme, dont le prix a baissé, ce qui est quand même une bonne note, qui n'est pas bluffant, mais qui n'est pas mauvais. Et donc finalement, la principale problématique, le principal défaut, la principale faiblesse, eh bien, c'est d'être face à énormément de concurrents qui sont énervés. Et on peut notamment citer d'autres mobiles qui, dans le même marché, dans le même segment, même prix, peuvent être de bonnes alternatives justement à ce Asus Zenfone Go, référent, je le rappelle, ZB500KL. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? On peut citer par exemple le Honor 5C, qui aujourd'hui est à peu près au même prix. On peut citer aussi le Wiko U-Feel, qui est à peu près dans le même prix. Le Honor 5C, qu'est-ce qu'il propose de plus? Design en métal, performance plus élevée, quasiment 2 fois plus, voire même plus que 2 fois plus. Le Wiko U-Feel, les performances ne sont pas nettement meilleures que ce téléphone-là. Elles sont meilleures, mais pas nettement. Mais surtout qu'il possède un design un peu plus travaillé et un capteur d'empreinte digitale. Et voilà, donc finalement ce téléphone, il n'est pas mauvais comme je vous l'ai dit, mais il se retrouve dans un lot de d'autres téléphones. Et c'est finalement un peu à vous de choisir quel est celui qui vous plaira le plus. Ici, qu'est-ce qui permet vraiment à ce téléphone de se démarquer et d'être pas si mauvais que ça, d'être intéressant malgré tout, alors qu'il y a plein de téléphones entrée de gamme qui peuvent aussi rivaliser? C'est notamment le design, c'est notamment le double bouton à l'arrière que je trouve très sympa. C'est la qualité photo qui est pas mauvaise, qui est pas bluffante non plus face à ses concurrents, mais qui est pas mauvaise. La surcouche, devenue très maligne, très intelligente. Dommage qu'on ne puisse pas installer les applications et les jeux sur la micro SD. Ça, c'est probablement une faiblesse, alors que le Wiko U-Feel lui le permet. C'est ce genre de petites choses. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est globalement, encore une fois de plus, je vais me répéter, ça va être sûrement la 3e fois que je le dis, mais il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bluffant. Et c'est ça qui m'embête sur ce téléphone, c'est qu'il ne m'a pas fait vibrer. Lors du test, j'ai pas senti d'émotion avec ce téléphone. Et j'ai pas eu de réel plaisir à le tester. Ça n'a pas été une contrainte, ça n'a pas été une catastrophe, il n'a pas été pénible, mais il ne m'a pas apporté de satisfaction au niveau de l'usage. Il a juste été relativement bon pour son prix. Vous voyez, donc encore une fois de plus, vous le sentez dans ma voix. Hein. Vous sentez ce petit ah, ça aurait pu être mieux, quoi. Mais ça aurait pu être pire. Voilà, hein, c'est un peu une réponse de Normand, ce que je suis en train de vous dire. Salut à nos amis normands. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc du coup, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir commenter. Lâchez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez du test et dites-moi ce que vous pensez du mobile. Vous êtes vous-même peut-être propriétaire de ce téléphone. Et si c'est le cas, eh bien j'aimerais aussi avoir votre sentiment. Est-ce que j'ai pas été trop critique, finalement? Peut-être. À vous de me le dire dans les commentaires. Est-ce que c'est un bon téléphone? C'est à vous de le dire dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas aussi, alors je vous ai dit, à commenter bien sûr, mais aussi à liker cette vidéo. Vous le savez, YouTube, les pouces bleus, tout ça, c'est la fête. Bon, plus vous likez, plus la vidéo eh bien, elle est appréciée, et forcément, plus moi en tant que testeur, ça me montre que vous appréciez mon boulot. Donc merci donc d'avance de commenter, de liker, et aussi de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, pas grand-chose. Je vous ai dit plein de merci, c'est vrai finalement, puisque le succès de la chaîne de Tough for Phone, c'est grâce à vous, hein, c'est vous qui nous permettez de l'avoir, ce succès. Et moi, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est à bientôt. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos de tests, d'interviews, de présentations, de déballage, etc., etc. Comme d'habitude chez Tough for Phone. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.